Carte sur table. Carte sur table, prenez le rendez-vous sur Aussi FM tous les dimanches à partir de 9h. Mesdames et messieurs, bonjour. Dimanche 12 février de l'année 2017. Bienvenue sur les différents canaux de diffusion de votre émission hebdomadaire Carte sur table. Vous êtes sur Océan FM de Cotonou, sur Urban FM de Parakou et sur Océan Télévision. Merci donc de nous préférer. Le nombre record de 200 partis politiques ou alliances de partis politiques habilités justement à animer la vie politique nationale continue d'alimenter les débats sur la motivation réelle de beaucoup de représentants de ces formations politiques. Le gouvernement du nouveau départ y pense sérieusement et c'est peut-être ce qui a amené le parti Alternative Citoyenne à convoquer, pourquoi pas, pour le 25 février prochain son congrès ordinaire pour se pencher justement sur cette épineuse question. Bien évidemment, nous évoquerons dans cette émission Carte sur table plusieurs autres sujets d'actualité nationale. Invité de ce numéro, l'honorable Oden Alalati. Bonjour. Bonjour. Chers amis, chers auditeurs, bonjour. Voilà, député donc UN à l'Assemblée nationale, secrétaire général du parti Alternative Citoyenne. Nous aurons 1 heure pour échanger avec notre invité et les 30 dernières minutes seront consacrées aux préoccupations des auditeurs. Merci donc de rester fidèle à votre émission dominicale. Honorable Aladati, comment allez-vous? Ça va. J'essaie de bien me porter. Ça va. Comment va le pays? Mais le pays est au rythme du nouveau départ. C'est un peu dur, on le sait. Mais comme toute ambiance de réforme, c'est au début un peu dur. Mais je pense que demain, ça sera meilleur. Pas du pour vous? C'est un peu dur pour tout le monde. c'est un peu dur pour tout le monde. Ceux qui sont dégagés, le déguerpissement, c'est un peu dur quand même pour ces gens-là. Non, pour tout le monde, j'ai dit. Mais il n'y a pas que le déguerpissement dans le pays. Vous savez, chacun de nous avait des sources de revenus. Et chacun de nous avait quelques possibilités. Aujourd'hui, on a décidé collectivement de faire certaines choses. J'ai dit certaines choses autrement. Les distances qu'on prenait par rapport à la règle établie, on a décidé de pouvoir rétablir un peu les normes. Et donc, c'est un déchirement par endroits. Et comme tout renoncement, c'est parfois un peu difficile. Mais c'est ce qu'il faut faire, puisque ça va dans le bon sens. Je pense que c'est le prix à payer. C'est ça. Alors, donc, avant de parler de votre congrès qui s'ouvre le 25 février prochain, nous allons parcourir quelques faits saillants de l'actualité nationale, à commencer justement par les décisions. Puisque le dernier Conseil des ministres, le gouvernement a pris de nouvelles mesures pour lutter contre les actes de grand banditisme dans les villes du pays. Une mesure qui porte justement sur la mise en place de l'utilisation de la vidéosurveillance. Alors, comment qualifiez-vous d'abord cette décision? Mais c'est fait, il faut aller au goût du jour. On ne pouvait pas continuer à lutter contre la criminalité, contre le grand banditisme et autres sans nous servir des moyens modernes dont disposent aujourd'hui les pays. Nous sommes en train de... je pense, nous sommes sur le pas des grands pays. La menace du terrorisme et autres aujourd'hui est mondiale. Nous ne pouvons pas vivre donc au Bénin en vase clos. Donc il était normal que nous puissions nous doter des moyens modernes. Donc en toute chose, pas simplement au niveau donc des questions de sécurité. Donc c'est une décision. Pas que les questions de vidéosurveillance, vous savez, ça a été une mode ici en temps, donc dans tous les ministères, dans tous les bureaux, vous avez des caméras de surveillance et autres. Mais c'est des questions qui concernent, au-delà des moyens, il faut prendre des décisions là-dessus et assumer, parce que c'est d'abord des questions qui concernent la liberté individuelle et collective. Donc à partir de cela, lorsque vous voulez toucher à la liberté des personnes, il faut prendre des précautions.
il faut prendre des précautions et encadrer un peu les choses. Sinon, tout le monde sait, vous ici, là, vous pouvez vous doter d'une caméra pour mieux contrôler ici, au niveau interne et même au niveau donc des persécutions internes, votre station de radio. Mais l'État en fait une préoccupation. Et si l'État en fait une préoccupation, c'est que l'État veut encadrer, l'État veut accompagner. Et je trouve que c'est très bonne chose parce que les contingences de l'heure exigent cela. Et si l'État ne le faisait pas, le gouvernement ne le faisait pas, je pense que c'est les individus qui vont dévancer le gouvernement. Et là, ça peut être dans le désordre. Il vaut mieux faire les choses dans l'ordre. Oui, mais certains Béninois interrogés estiment qu'il vaut mieux utiliser ces milliards de francs CFA pour créer des emplois, surtout... mais les mêmes Béninois qui recommandent que l'on utilise les milliards pour créer les emplois, c'est les mêmes qui vont dénoncer et écrire sur les réseaux sociaux que le gouvernement ne fait rien pour contenir l'insécurité dans le pays. Ça veut dire que s'il y a des emplois et que les personnes n'arrivent pas à en jouir de façon... n'arrivent pas à assurer leur quiétude, leur liberté d'aller et de venir, la sécurité sur leurs biens et sur leur intégrité, je pense que ça ne sert à rien. Donc voilà, le gouvernement aussi est fait de Béninois et nous sommes tous des Béninois. Il faut évoluer. On ne va pas toujours tourner en rond. La question de l'emploi, le gouvernement s'y attelle et je pense que l'emploi va venir. On ne peut pas ne pas être en train de prendre les dispositions que prend le gouvernement en termes donc de réformes structurelles profondes sans que cela ne soit générateur d'emploi. C'est immanquable, l'emploi viendra. Alors, la question du code de la nationalité béninoise est également justement abordée au cours du Conseil des ministres. Il faut dire que ce code date de 1965. Honorable Orden Aladati, nous avons tendu notre micro au garde des Sceaux, au ministre de la Justice, et maître Joseph Diagbemou, et sur cette décision. Nous allons l'écouter très rapidement et on revient sur les commentaires. Le code actuel de la nationalité béninoise date de 1965, c'est-à-dire avant la constitution du 11 décembre 1990. Ce code porte des inégalités, des sources d'inégalités qu'il est impératif de corriger. D'une part et d'autre part, d'autant par ailleurs que la Cour constitutionnelle a déclaré contraire à la Constitution de nombreuses dispositions du Code de la nationalité. Ensuite, de troisième part, en raison de ce que ce Code de nationalité actuel ne protège pas ou ne prévient pas de la manière la plus parfaite les cas d'apatridie. On parle d'apatridie lorsque sur le territoire d'un État donné se trouve un individu qui n'a aucune nationalité. Or, nous sommes au plan international engagés à faire en sorte que nul sur cette terre ne se retrouve sans avoir un attachement à un État, à une nation déterminée. Et donc, pour ces trois raisons, il était important de mettre à jour notre code de nationalité. Je veux insister sur le fait que notre code de nationalité avait été introduit depuis les années 2000. Les projets existaient et que ce n'est que le retard dans le traitement administratif qui a fait que l'actuel gouvernement a voulu faire en sorte que le projet aboutisse. Voilà, nous allons écouter un élément sonore également, toujours de maître Joseph Diagbemou, le ministre bien sûr de la Justice, sur les motivations réelles de cette décision. Nous l'écoutons. Vous savez qu'aujourd'hui, lorsque il y a ce que nous appelons le droit du sol et le droit du sang, l'on est béninois parce que l'on a son père, surtout béninois. Chacun de nous est béninois parce que son père est béninois. Chacun doit se poser la question de savoir si ce n'est que sa mère qui est béninois, est-ce qu'il serait béninois? C'est très difficile avec l'actuel code de nationalité. La nationalité par rapport au sang est de manière parfaite quand on a son père béninois. Or, cela viole la Constitution, le principe de la non-discrimination. Deuxièmement, lorsque le droit du sol, le ius soli, lorsqu'on est né sur le territoire national, on est probablement béninois, sauf à répudier cette nationalité. Évidemment, quand on veut naître sur le territoire national, n'est pas entier. Il faut arriver à compléter cela par le fait que l'on se trouve sur le territoire national. Lorsqu'un enfant est trouvé sur le territoire béninois et que l'on ne lui connaît
aucun parent de nationalité béninoise. Lorsque on ne lui connaît aucune nationalité béninoise, on doit établir la présomption qu'il est nécessairement né de parents béninois. C'est une sorte de fiction qui se trouve vérifiée dans quasiment 90% des cas. On ne trouvera pas en Russie un enfant né en Russie de parents inconnus pour lequel on va dire qu'il est béninois, parce qu'on doit présumer qu'il est nécessairement russe, d'autant qu'il sera blanc. Alors maintenant, au Bénin, on trouve un enfant comme ça, avec les caractéristiques essentielles, on va présumer qu'il est béninois jusqu'à preuve du contraire. Et la preuve du contraire peut être établie par tous les moyens. Ce sont les innovations essentielles avec des ajustements pour prévenir les questions relatives à la patrie. Voilà, à l'instant, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Maître Joseph Diogono, par rapport bien sûr au code de la nationalité. Votre réaction, honorable? Non, je pense que le garde des Sceaux a été très clair. Il ne saurait avoir tant de doutes sur la personne lui-même, sur le national béninois ou celui qui vit au Bénin. Je pense que tout effort de clarification est très bien par rapport au sujet de droit. Donc, j'encourage le gouvernement à continuer à sortir des tiroirs ce genre de textes et quels autres sujets qui ne sont pas clarifiés dans le temps, ou bien des textes que nous avons et qui nous gouvernent depuis des lustres. On a dit que ce code-là date de 1965, de 1965, donc on a presque le même âge, ce code-là. Donc il faut évoluer. Alors les questions de la mondialisation aujourd'hui, les questions de terrorisme et toute autre question nécessitent qu'il y ait de la clarification par rapport. Et puis nos frontières sont poreuses et puis nous nous ouvrons plus au monde. Aujourd'hui, vous voyez les personnes qui circulent à Cotonou. Quand on a fait les récentes élections et au niveau du recensement de la population, on vous dira qu'à Cotonou, nous sommes entre 400 000 et 500 000 habitants, mais quand vous ouvrez les yeux, vous voyez très bien que nous ne sommes pas 400 000, 500 000 qui vivons à Cotonou et autres. Donc, c'est des questions qu'il faut clarifier, que l'on sache de façon très précise qui est béninois, qui ne l'est pas, et quand est-ce qu'on est béninois et dans quelles conditions on n'a pas le droit de l'être. Donc, je trouve que c'est des avancées et il faut évoluer. Alors, vous avez suivi également la polémique entretenue autour donc, de la décision d'interdiction des prières musulmanes dans les rues. En croit Maître Ibrahim Salami, les fidèles musulmans vont continuer à utiliser donc, l'espace public en attendant qu'il y ait beaucoup plus de mosquées. Est-ce que c'est vrai, cette décision du gouvernement? Quelle décision? Moi, je ne pense d'abord pas qu'il y ait une décision d'interdiction des prières musulmanes. Ça c'est des équivoques à lever. Dans les rues? Il n'y a pas de prières musulmanes dans les rues. Personne n'a visé la religion musulmane. Et ça, c'est des biais très dangereux. Alors, nous sommes dans un pays laïque. Nous n'avons pas que des musulmans dans le pays. Il y a des musulmans, il y a d'autres religions et tout. Ce qui est dit, c'est qu'on ne saurait célébrer le culte dans les rues. Et ça, sous forme de décision, oui, elle existe. Et je ne pense même pas qu'il y ait d'équivoque là-dessus. Quand vous écoutez les différents leaders religieux, effectivement, quand vous les écoutez, ceux qui sont les vrais leaders religieux, ils vous disent qu'ils sont d'accord avec cette décision dans le principe. Et que par rapport aux mises en œuvre, ils souhaitent de la flexibilité. Et comme moi je sais que le principe est établi et que le gouvernement est précis par rapport au principe et que les différents protagonistes comprennent et acceptent le principe, nous allons aménager l'exception. Et je pense qu'il relève du gouvernement et des services publics de prendre les dispositions pour aménager les exceptions. Mais ça continue puisque vendredi dernier, ils étaient encore dans les rues. Ça dépend. Vous voyez, c'est des questions de modalité qui se posent. Bon. Et nous sommes convaincus qu'il y a eu des problèmes donc, au niveau de la mise en œuvre. Les personnes qui ont pris l'habitude depuis 40 ans, voire plus, donc de faire d'une certaine manière, même si ça ne respecte pas la légalité. Donc, vous voyez qu'inverser les choses sans prendre donc les dispositions préalables pourrait être un peu difficile
donc dans sa mise en œuvre. Et le gouvernement, c'est un gouvernement d'humains, un gouvernement composé donc de personnes issues de toutes les religions. Donc dans ce gouvernement, je pense qu'il y a des musulmans, il y a des catholiques, il y a des védouisants peut-être, il y a tout dans ce gouvernement-là. À partir de cet instant, c'est des hommes qui prennent les décisions. Dès lors que par rapport aux principes nous nous entendons, je trouve que c'est l'essentiel. Après, comment on aménage les quelques exceptions liées aux problèmes pratiques qui se posent, le gouvernement, à travers le président de la République, a donné des indications. Le ministre de l'Intérieur, le garde des Sceaux, ils ont eu à opiner sur la question et je pense qu'il faut avancer. Voilà. Et je pense que nul dans le pays ne peut remettre en cause ce principe de ne pas ériger donc nos rues en lieu de culte. Et ça, c'est très clair. Et je ne pense pas que ce soit Maître Salami qui puisse me démentir sur la question. Il y a tellement de rumeurs dans ce pays, surtout avec l'évolution des réseaux sociaux et autres. Il y a aussi cette rumeur qui a circulé sur les réseaux sociaux. Je vais parler plus de la décision du gouvernement, pas une décision, mais puisque le gouvernement a démenti après, qui interdit justement la circulation sur les voies bitumées, donc aux conducteurs de taxi moto et médias à compter du 1er mars prochain. Alors, le gouvernement, c'est vrai, a démenti par la voix du ministre des Transports, M. Hervé Khéroumé. Alors, pourquoi tant de comptes-vérités? Non, mais comment? C'est pas moi la question, parce que on va le demander aux auteurs des comptes-vérités. Ben, nous sommes dans un pays où il y a la spéculation. Mais c'est des ballons d'essai, on voit un peu si ça va prendre, et puis après, on ne comprend plus rien. Non, mais pourquoi vous pensez que ce soit le gouvernement qui soit à l'origine de ce genre de rumeurs? C'est ce que vous dites, vous insinuez. Vous dites qu'on lance, vous dites qu'on lance, et puis on va voir si ça va marcher, et après on recule. C'est que vous êtes en train d'indiquer. Donc, on se pose, je mets à la place, bien sûr. Non, ne vous mettez pas. Vous pouvez imaginer que mais vous nous connaissez. Vous nous connaissez. Ce qu'on a dit, ce qu'on n'a pas dit, comment ça, les biais qu'on peut y apporter, donc dans la relation des faits, donc on connaît ça. Donc ne voyez pas nécessairement le gouvernement derrière cette manière d'agir. Je pense, pour ce qui me concerne, là ça n'engage pas le gouvernement. Je pense que la question des immigrants, c'est une question sérieuse à solutionner. Nous avons ce label-là, et quand vous documentez un peu, vous verrez bien que les immigrants, c'est un label bénin. Alors ce label-là, nous n'avons pas su l'encadrer dans le temps, et c'est devenu ce que c'est en train de devenir. Et nulle part dans une capitale au monde, vous n'avez ça, que ça ne puisse être régenté. Et il faut pouvoir organiser cela. Oui. Donc la question de l'organisation donc des immigrants, la question de l'organisation de la circulation dans nos grandes villes, c'est une question qui est essentielle et qu'il faut solutionner. Mon avis personnel, c'est qu'il faut arriver un jour à encadrer tout cela. De quelle manière, je ne saurais encore vous le dire. Donc c'est de façon concertée avec les IM, avec les corps sociaux, tous les conducteurs, que nous allons parvenir à le faire. Et les autorités donc municipales de nos contrées doivent pouvoir être proactives par rapport à cette question-là. Ça ne saurait être tel que nous l'avons aujourd'hui. Ça, c'est mon avis personnel. Cela dit, le gouvernement a-t-il pris une décision? Le gouvernement a dit non, qu'il n'y a jamais eu de décision. Je ne participe pas au Conseil des ministres. Et quand on l'a dit, moi-même, je dois me documenter. La seule différence entre ceux que vous accusez de spéculateurs, moi, c'est que quand je l'entends, je peux demander, je peux interroger. Et c'est ce que je demande aux concitoyens, surtout quand on est journaliste et autres, et quand on se découvre donc une certaine vocation d'animer aujourd'hui les réseaux sociaux, c'est très bon. Nous aimons très bien ça. C'est un outil essentiel de communication aujourd'hui. Mais quand on a ce genre d'outil en main, il faut savoir l'entretenir pour que la liberté que cela nous octroie ne soit pas une source d'atteinte à la liberté des autres aussi. Donc voilà. Donc le gouvernement a démenti, Mais moi, je pense que c'est une question sérieuse qu'il faut penser et qu'il faut organiser. C'est ça. Et on ne saurait liquider cette question de cette façon pour dire non, le gouvernement veut interdire, ne veut pas interdire. Le débat ne devrait pas être là. Comment nous faisons pour rendre plus fluide et plus attractif la circulation dans nos grandes contrées? C'est une question essentielle. Moi, j'ai mon point de vue là-dessus. Lorsque s'ouvrira le débat, je pense que nous allons faire le débat là-dessus. Puisque vous parlez bien sûr donc de l'information, votre collègue Eric Onleté a introduit donc une loi modificative de la loi portant code de l'information, puisque la Charte africaine, vous le savez, des droits de l'homme et des peuples dispose que toute personne donc a droit à l'information. Mais malgré cet arsenal juridique honorable, les professionnels des médias ont du mal justement à avoir des sources d'information. C'est ça le problème aussi. Les réseaux sociaux sont là justement pour informer
les journalistes et autres. Il faut qu'au niveau de l'Assemblée nationale, que vous puissiez quand même mettre à la disposition un site national pour pouvoir nous permettre d'aller à l'essentiel, honorable. Il y a un début, il y a l'existant, mais ce n'est pas suffisant. Et ce que vous dites là, je le sais très bien. L'honorable Rondeté est en train de travailler avec les professionnels des médias, les organisations de la société civile sur la question. Une proposition de loi a été déposée dans ce sens, le droit à l'information des populations qui va au-delà du code que vous avez et qui permet déjà de régler un tant soit peu cette question-là. Et la commission des lois dont je suis le rapporteur, a déjà ouvert les études sur la question en commission. En commission, nous sommes en train d'étudier cette proposition de texte. Nous avions déjà eu quelques séances de travail. Et la fois dernière, votre collègue Eoumi était Constant Eoumi, avec quelques organisations de la société civile, le WANEP, Alcré et tout. Ils étaient à l'hémicycle avec nous et nous avons démarré l'étude de cette loi sur le droit à l'information des populations pour que les services publics puissent organiser l'accès à l'information des populations en général, pas que des journalistes, des populations. Une information qui est publique est une information publique et dans des délais requis, on doit pouvoir saisir donc un ministère, une direction et autres pour avoir l'information. On est très en retard après 27 ans, après la conférence. Mais l'essentiel, c'est qu'on y pense et ça sera voté. Je pense. Voilà. Nous l'étudions au niveau de la commission et puis après, les députés vont se prononcer sur le contenu que nous allons leur soumettre. Puisque nous parlons de loi, il faut dire que la Cour constitutionnelle également, honorable Aladatine, juge inconstitutionnel le renouvellement des membres de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste, ARCEP. Elle estime que ceux qui ont été relevés de leurs fonctions n'ont pas exercé leur droit à la différence. Alors pourquoi on est pressé d'installer les nouveaux... C'est la question qui se pose. Est-ce que vous pensez qu'on est pressé là? Voilà, c'est la Cour constitutionnelle. Mais cas précis, il y a des cas, il peut y avoir la Cour a rendu une décision pour une question donc de procédure qui n'aurait pas été respectée. Bon, je ne sais pas comment le gouvernement va réagir face à la question. Je pense que le gouvernement doit être en train de réfléchir à la question. Nous attendons de voir quel sera donc le comportement du gouvernement par rapport à cela. C'est une question de beaucoup d'hommes de droit. On pouvait quand même ces petites failles. Ça dépend, mais ça peut arriver. Et l'essentiel, c'est que ce ne soit pas courant. Il faut, je sais pas, écouter le gouvernement sur la question. Souvent, quand il y a de ce genre de questions, moi, mon réflexe d'interroger ceux qui sont en charge pour dire comment ça a pu se passer. Et peut-être si on vous expliquait comment ça a pu se passer, vous comprendrez. Au gouvernement, il y a des hommes qui agissent. L'essentiel, c'est que ça ne soit pas un abus. Ce que nous condamnons, c'est les abus, que ce ne soit pas fait par abus d'autorité. Si c'est déjà ça, c'est essentiel. C'est une question de procédure. Je ne pense pas que la Cour constitutionnelle ait rendu une déclaration, une décision dans le fond. Et donc, on est précipité par rapport à rien. Moi, je n'ai pas l'impression, parce que ce que vous insinuez là, dit que le gouvernement serait très pressé de changer les gens. Je n'ai pas cette impression. Non, pas dans ce sens. Parce que c'est qu'il y a beaucoup de militants qui attendent. Il y a plein de militants qui attendent et qui sont là. Qui boudent et qui me persécutent tout le temps. Et donc, ce n'est pas ce que l'on voit. Comment vous arrivez à agir? Parce qu'il y a comment gérer un gouvernement? C'est un gouvernement. Et ce sont ceux qui vous ont combattu, bizarrement, sont encore en poste. Et on ne comprend pas. En fait, ceux qui nous ont combattus, c'est des Béninois. C'est des Béninois. Ceux qui nous ont combattus, c'est des Béninois. Ceux qui nous ont combattus, c'est ça la République. Ceux qui nous ont combattus, c'est des Béninois. Et je pense que vous le voyez très bien qu'il n'y a pas cette politique de « haut-toi pour que je m'y mette ». Je pense que ça va rentrer dans les transitions. C'est vrai que quand un gouvernement prend le pouvoir au niveau de l'administration, ça se fait sentir, mais tel que l'on a connu dans un passé tristement célèbre, je pense qu'il ne faut plus faire ça comme ça. Et que donc il y a des Béninois de seconde zone, on est au pouvoir, on dit « vous ne pouvez pas avoir telle chose que vous méritez parce que vous n'êtes pas avec nous ».
On me l'a dit, on me l'a chanté. Oui, vous savez, Monsieur Aladati, ça vous revient, mais vous ne pouvez pas l'avoir parce que, au sommet, on pense que vous n'êtes pas avec nous. Ce n'est pas bon, ça ne devrait plus régir. C'est discret sur le nouveau départ. Ça ne devrait plus régir la cité. Cela dit, ceux qui ont souffert, il y a des postes qui devraient pouvoir leur revenir dans toute administration, dans toute démocratie. Ça se passe comme ça, s'il vous plaît. Parce qu'ils sont pressés. Le gouvernement a son rythme. Oui. Le gouvernement a son rythme et vous voyez très bien le rythme du gouvernement. Dans un pays où on a tout ensemencé, vous voyez, le pays est à un niveau inqualifiable. Je ne vais pas revenir sur ça. Donc, quand des personnes se battent pour régler ces problèmes-là, vous comprenez que les préoccupations de positionnement puissent prendre un peu de temps. Mais ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que j'écoute mes compatriotes et certaines personnes qui disent « mais lui, il nous a combattus ici et il a eu de la promotion ». Il a eu de la promotion. Oui. Voilà. Bon, donc, je trouve que c'est difficile humainement de comprendre. Mais celui qui est au cœur du pouvoir a des motivations. L'essentiel, c'est qu'il y ait de la communication interne de ce point de vue. J'ai eu à parler à des militants la fois dernière par rapport à une nomination. Les populations étaient courroucées. Mais quand j'ai écouté les autorités, j'ai compris. Et je le leur ai dit, je le leur ai expliqué et ils ont compris. Ils ont compris. Donc, tout ne se dit pas sur un plateau de radio, sur un plateau de télé. C'est des questions donc d'État, c'est des questions de gouvernance et tous les Béninois sont des Béninois. Je suis d'accord que quand on a lutté pour un système, s'il y a des cadres compétents donc qui ont fait la lutte, ils doivent pouvoir accéder au poste de décision, au poste de direction. Et ça, c'est normal à travers donc un cadrage bien précis, mais qui n'est pas par rapport à l'administration, une politisation qui fait que si vous êtes techniquement bon, parce que vous n'avez pas été chantre d'un système, que l'on puisse vous dégager alors que ce n'est que vous qui aviez la compétence d'occuper ce poste-là. Voilà. Oui, c'est vrai, comme vous le dites si bien, la famille s'agrandit au niveau donc du cercle donc, du nouveau départ, puisque elle ne s'agrandit pas, elle était déjà grande dès le départ. Oui, le président Talon n'a pas été élu au premier tour. Et vous avez vu, quand on s'est réunis à Zalaï, les ralliements qu'il y a, donc de toute tendance, la famille était grande depuis le départ. C'est ça. Oui, mais je voulais parler bien sûr des 4 députés de la Renaissance du Bénin qui ont décidé donc, de soutenir le nouveau départ. Dans leur communiqué, ils disent que nous nous engageons justement à soutenir les actions du développement du président de la République, Patrice Talon, étant entendu qu'en l'état actuel des choses, rien ne saurait justifier une opposition stérile à sa vision en moins d'1 an d'exercice du pouvoir. Non, ça là, c'est pas un événement pour moi. C'est pas un événement. Non, c'est député depuis le début. Il n'y a même pas que 4. Je pense que j'ai 5 députés RB qui, depuis le début, soutenaient l'action du gouvernement. D'accord, mais voilà, il ne faut pas percevoir ça comme le genre de soutien à travers les marches, à travers donc les prières qu'on a eues par le passé. Le gouvernement, soutenir le gouvernement quand on est au Parlement, c'est quoi? C'est-à-dire que le gouvernement envoie une loi qui va dans l'intérêt du peuple, et vous le voyez, puisque le gouvernement travaille pour l'intérêt du peuple, d'accord? Moi, je n'ai pas pu soutenir un gouvernement, travailler pour l'avènement d'un gouvernement qui est installé, va travailler contre les intérêts du peuple. Donc ça va de soi pour moi. Alors on peut ne pas le percevoir comme tel quand on n'est pas au cœur, quand on n'a pas travaillé pour générer ce gouvernement-là. Et c'est là où la question se pose. Alors donc les élections sont terminées et quand on est représentant national, nous connaissons donc la profondeur de l'abîme et un gouvernement qui s'échine donc à nous relever, à nous sortir du fond, on ne peut que l'appuyer, le soutenir. Et ce n'est pas nouveau. Ce que disent ces députés, c'est ce qu'ils faisaient depuis qu'ils ont écrit sur papier. Donc, autrement dit, le président du parti, Liali Soglo, se retrouve de plus en plus seul. Mais maintenant, je ne sais pas si... Mais c'est ce que disent ces députés. Seul par rapport à quoi? Je n'ai pas entendu... Et le président du parti. Mais je ne parle pas du parti de la RB. Je parle du soutien à l'action du gouvernement. Et je ne crois pas savoir que le président Liali Soglo ait déclaré son opposition au gouvernement Talon. Je ne le pense pas. Donc voilà.
Vous pensez que... Je ne pense pas qu'il ait déclaré son opposition. Attends, c'est la manière qu'il le fait. Ce n'est pas il ne l'a pas fait. Mais on a vu au niveau des comportements, il ne l'a pas fait. Pas quand même. Mais il faudrait dire les comportements. Je pense que les députés disent que bon, ces comportements-là, non, nous proclamons que nous soutenons jusqu'à preuve du contraire. Mais lui, en tant que président du parti, il n'a rien dit. Le président a été clair. Nous soutenons, mais le président du parti... Mais je ne réponds pas au nom du président du parti La Renaissance du Bénin. Demandez donc au président, il a dit de se prononcer, s'il a envie de se prononcer. Mais s'il n'a pas envie de se prononcer, eh bien, la lutte continue. Est-ce que c'est à cause de tout ce qui s'est passé avec le préfet Toboula, les déguerpissements et autres là, qui ont fait qu'aujourd'hui, il y a cette distance entre... Mais déguerpissements, préfet Toboula, comment? Qu'est-ce que vous avez dit? Nous voulons améliorer notre cadre de vie, monsieur le journaliste. Nous voulons améliorer le cadre de vie. Et les déguerpissements ne sont pas du fait du préfet. Le préfet est en train de faire appliquer une décision gouvernementale. Et vous avez écouté le ministre du cadre de vie sur la question. Oui. C'est un programme gouvernemental, la question donc de l'assainissement de nos villes, de l'amélioration globale de notre cadre de vie. Alors donc, dès que le gouvernement l'a dit, et le gouvernement n'a rien inventé, le gouvernement demande simplement d'appliquer les textes. Quand on a établi des hangars, quand on a établi des boutiques, donc l'emprise des poteaux électriques, mais tout le monde sait que ce n'est pas normal. Mais nous avons cohabité avec ça depuis. Et un gouvernement dit, mais non, changeons les choses. Nous-mêmes, nous voyons qu'il faut changer. C'est vrai que le prix à payer, c'est difficile. Il y a eu, par rapport à certaines personnes qui ont posé des problèmes de communication. Mais quel problème de communication? Le gouvernement l'a dit. Moi, j'ai vu c'est sur des panneaux, des banderoles depuis 6 mois. Nous avons cette habitude d'être toujours surpris. Bon, des gens ont été surpris, ça fait difficile. Moi-même, je suis rentré, je suis allé sur le terrain. Et pas pour dire que, chère population, vous avez raison, mais pour dire, oui, de toutes les façons, c'est une mesure difficile, douloureuse, on comprend, mais nous sommes obligés de le faire. Et les populations, même massivement, ont accompagné ce mouvement-là. Vous avez vu, je n'ai pas d'instrument de mesure, mais quand j'ai analysé plus des 2/3 de ce qui a été démoli, cela a été du fait même des populations qui ont anticipé et qui ont suivi le mot d'ordre gouvernemental. Et puis, donc, ceux qui ne l'ont pas fait dans le temps, c'est du rôle du préfet. Et donc, du maire, devrait être aussi du maire, l'assainissement de nos villes, de le faire. D'accord ? Bon, maintenant, c'est aussi pourquoi la réforme politique et des partis politiques est nécessaire aussi. Puisque, bon, l'élu, lui, il va calculer un peu plus que l'autre, et puis voilà. Alors, est-ce que ça nous arrange cette manière de faire? Non. Donc, il n'y a pas une opposition sur les déguerpissements entre le gouvernement, le préfet et la maire. Il ne saurait même avoir d'opposition sur la question, puisque le gouvernement dit que les textes doivent être respectés. Et il faut que les textes soient respectés. Il faut que les textes soient respectés. Et si nos mairies créent de difficultés au respect des textes, il ne faut pas accepter ça. Puisque vous parlez des mairies, il faut dire que ces derniers jours, on a parlé beaucoup plus de destitution dans des maires. Djougou, Kandi et Ouida ont échappé belle, il faut le dire, mais c'est celle de Ouida justement qui a retenu l'attention de la classe politique béninoise après les déclarations de Séverin Adjovi. Alors le maire de la cité d'Ekpassé dénonce avoir été donc victime d'une manœuvre politique, un acharnement contre sa personne. C'est qui? Bon, je veux savoir. Mais je ne veux pas suivre les réseaux sociaux. C'est ça, on parle facilement. Et puis voilà. J'ai écouté aussi ceux qui sont dans cette manœuvre de destitution-là dire non, de ne voir pourquoi on veut avoir la main du chef de l'État. Parce que c'est de ça qu'il est question. Je trouve ça. Est-ce que vous pensez que les préoccupations du président de la République et des membres du gouvernement donnent du temps pour aller faire ça? Et personne ne dit, quand vous avez parlé de Ouida, vous avez parlé de Kandi, de Djougou, mais vous n'avez pas parlé de Djidja. Vous voyez? Le maire de Djidja qui a été destitué a été un soutien du président de la République pendant la campagne. Le maire de Djidja a dit que l'on l'a destitué parce que lui l'a soutenu Patrice Talon. Qu'est-ce que vous dites de ça? Alors qu'il est au pouvoir. Et qu'est-ce que les Béninois disent de ça? Et alors qu'il est au pouvoir. Non, donc on arrête, c'est de la récréation. Non, les gens n'ont qu'à faire face aux problèmes de gestion. Et puis voilà. Mais de façon sérieuse, sur la question, je pense qu'il faut faire évoluer. Ce n'est pas bien qu'il n'y ait pas une certaine stabilité au niveau de nos mairies. Mais quand j'ai fini de dire ça, je dis très vite que la manière dont les mairies, je ne parle pas d'une commune, d'une mairie de façon particulière, la manière dont on prend de la distance par rapport à la gestion des affaires publiques au niveau des mairies, ce n'est pas normal.
Vous savez, nous allons nous arc-bouter autour de la politique gouvernementale, autour de la gestion au sommet de l'État, mais à la base, ça ne fait pas ce n'est la préoccupation de personne. Il se passe des choses vraiment difficiles au niveau de nos mairies. Même les fonds des contribuables étrangers que l'on met à notre disposition par endroit, dilapidés par endroit. Et on ne peut pas continuer comme ça. Donc, lorsqu'on va dire qu'il faut assurer un corps de sécurisation des maires élus, à le même moment, il faudrait que les contrôles par rapport à la gestion de la chose publique puissent suivre pour que un maire, il accepte de la sécurité, la main libre pour travailler, et puis donc il ne pense pas qu'il puisse prendre des écarts, de la distance par rapport à l'orthodoxie en matière de gestion des deniers publics. C'est de ça qu'il est question. Il est vrai aussi, quand on connaît parfois les conseils d'administration chez nous, quand les personnes qui ne sont pas satisfaits du point de vue de leur intérêt particulier, ils peuvent se rebeller. Ça, c'est une maladie aussi que nous avons. Donc, le mal est dans le fruit et on ne peut pas aborder cette question-là dans une direction unique. C'est pluridimensionnel, cette question, et il faut solutionner la question dans tout son ensemble. Et puisque vous avez parlé bien sûr des réformes politiques, le maire Sévérin Diovi a intervenu sur la question. Il a dit qu'au niveau des communes, il faut un maire et un député. Je ne sais pas si c'est le quota qui a été fait. Justement, c'est parce que lui, il fait ombrage. Tout ça, c'est pour ça qu'on veut justement l'écarter. Je ne veux pas juger ce que dit le maire. Demandez-lui, il va s'expliquer. Parce que c'est très facile, on parle très facilement, on accuse très facilement. Et puis, au fait, notre opinion publique aussi va parler très vite de l'acharnement. Dans d'autres démocraties, quand vous faites des insinuations aussi graves, vous en répondez dès le lendemain. Je pense qu'il faut qu'on en vienne là aussi pour que nul n'ait le droit d'accuser l'autre si facilement. Bon, voilà, mais je ne dirai pas plus. Et puis voilà, si le maire Sévérin Diovi pense que quelqu'un a été fautif dans cette affaire, qu'il cite des personnes, et puis bon voilà, on en parle dans un état de droit, c'est ça aussi. Voilà. Ces insinuations, et puis voilà, c'est des choses, et puis bon, c'est des cas de pouvoir. Moi, je connais bien le maire Sévérin Diovi, je l'aime bien pour son calme et pour tout ça, mais je trouve que quand on est échaudé, il faut faire très attention. Parce que c'est tant qu'on a une difficulté, si on ne sait pas faire, on voit la main invisible telle qu'on a coutume de le dire partout et tout. Je pense que le président de la République n'a pas ce temps-là. Ce qui est au niveau, je pense qu'il n'a pas. Vous voyez la personne. Je pense qu'il n'y a pas ce temps à faire ça. Il y a plus sérieux. Il y a plus sérieux à bâtir. Ce qui préoccupe donc dans le relèvement du pays, c'est plus important que ça. Il est 9h, pratiquement 39 minutes dans les studios de la radio des défis au CFM émettant de Cotonou, la même heure sur Urban FM de Paracourt. Nous allons maintenant aborder le problème bien sûr du Congrès. Je rappelle que nous recevons depuis 9h l'honorable Orden Aladati, député UN à l'Assemblée nationale et secrétaire général du parti Alternative Citoyenne. Justement, nous allons parler bien sûr d'un de ces partis politiques. Vous êtes le secrétaire général, bien sûr. Alors, vous serez donc en congrès, donc le 25 février prochain. Alors, parlez-nous, puisqu'on dit par-ci, par-là, que ce sera le dernier congrès du parti. Est-ce que c'est vrai? Le dernier congrès du parti, en tant que tel, il faut ajouter ça. Sous cette forme, je pense oui. C'est que si notre rêve est accompagné et que si nous réussissons, ça devrait être le dernier en la forme. Et je pense qu'il y a ce bout de phrase-là que nos amis blogueurs et autres n'ont pas intégré dans leur analyse après. Quand nous avons fait notre conférence de presse la fois dernière, nous avons dit que nous aurons un congrès le 25 février prochain et que nous pensons que ce congrès-là devrait être le dernier en la forme. Cela voudrait dire quoi? Dans une perspective donc de regroupement des partis politiques. Oui. Ça a été dit, nous avons battu campagne là-dessus avec le président de la République. Le gouvernement va engager, je pense, dans les prochains jours, donc les réformes donc, dans ce sens-là. Et comme nous épousons cette vision, nous sommes au cœur de cette vision, nous épousons cette vision, nous devons prendre des mesures. Nous devons prendre des mesures pour y aller, puisque nous y croyons. Ce n'est pas évident, ce n'est pas aujourd'hui et ce n'est pas à l'avènement donc, du président Patrice Talon
que nous nous sommes entendus sur ce diagnostic. Le diagnostic, il est très précis, que nous avons trop de partis politiques, que la vie des partis politiques ne promeut pas le développement intégral de ce pays-là et qu'il faut pouvoir agir par là. Nous étions d'accord là-dessus. Mais comment y aller, c'était la grande préoccupation. Aujourd'hui, nous avons des indications précises pour y aller, des propositions sont faites. Nous allons discuter ces propositions-là et nous allons retenir, d'accord, une architecture pour y arriver. Alors, nous y croyons et nous nous engageons là-dedans. Et quand donc vous faites un congrès dans ce contexte-là, vous êtes obligé donc de donner des signaux très forts qui épousent cette vision et qui vous fait prendre un rôle majeur donc dans la mise en œuvre de cette vision. C'est simplement ce que nous voulons faire. Nous sommes créés il y a presque exactement 3 ans. Nos tests indiquent que tous les 3 ans, nous devons aller en congrès. 24 janvier 2014, nous avons été créés. 24 janvier 2017, nous avons eu 3 ans. Pour marquer les 3 ans, nous avons organisé une conférence de presse, puisque le congrès a été différé d'1 mois. C'est ça. Ce congrès, nous allons donc le faire et nous allons discuter de l'accompagnement que le parti pourrait donner donc, au niveau pratique. C'est au niveau pratique, ça, opérationnel, à donc, la vision du chef de l'État incarné dans le Bénin révélé. C'est ça. D'accord. 2 axes essentiels. Donc, c'est la transformation donc, de notre modèle politique. Puisque le terme, c'est transformer le modèle politique du Bénin pour un développement intégral du Bénin. Voilà. Donc, transformer le modèle politique du Bénin, c'est-à-dire que nous nous attachons donc à la vision donc, du gouvernement par rapport à la réforme du modèle politique. Et la réforme du modèle politique suppose réformer, ajuster un peu les institutions, puisqu'on a eu beaucoup de biais dans la marche des institutions dans un passé récent. Donc il faut réagir un peu sur ça, en se disant que si au niveau institutionnel nous n'évoluons pas, des hommes peuvent bien venir au pouvoir par le biais de ces institutions et se révéler comme étant des prédateurs du système. Après, nous l'avons connu, suivez mon regard. C'est ça. Alors, donc, il faut ajuster les choses au niveau de la Cour constitutionnelle, donc, dans sa composition et autres. Quand le gouvernement donc, va déposer sa copie au Parlement, je pense que le débat va s'ouvrir. Et alors, quel est le contenu réel? La commission Diobenou a travaillé. Aujourd'hui, qu'est-ce que le gouvernement retient concrètement? Ça devait pouvoir être mis sur le tapis et discuté aussi bien au cœur des populations qu'au Parlement. Donc, les institutions comme la Cour constitutionnelle, les institutions comme la HAC et autres devaient être touchées donc, dans leur composition et autres. Quand on a fini de partir de ça, il y a un autre pan qui est la réforme des partis politiques. In fine, les partis devraient pouvoir se mettre plus ensemble et opérer. Et cette vision-là, nous la partageons, nous la soutenons fortement. Et c'est pourquoi, à l'occasion du congrès, nous allons trouver les modalités pratiques, opérationnelles pour nous d'aller sur le terrain et de faire avancer la mise en œuvre donc, de ces éléments contenus dans le Bénin révélé. Ouais. C'est ça que nous voulons faire. Ouais. Donc, si nous réussissons, après ce congrès-là, on devrait en avoir un autre dans 3 ans. Vous convenez avec moi, si entre-temps, Alternative citoyenne fusionnait avec d'autres partis, dans 3 ans, nous n'aurons plus un congrès en tant que tel. Absolument, pas en la forme en tout cas. D'accord, quel que soit le nom que prendra le regroupement, on ne peut pas anticiper de ça. On ne peut pas gager que donc nous allons partir dans une fusion et que le fruit de cette fusion-là s'appellera tel ou bien s'appellera ainsi de suite. Donc c'est dans cette perspective où nous partons et nous engageons des réformes pour ne plus exister en cette forme-là, en tout cas, puisque la vision, c'est d'être avec plus de partis. Après, donc dans 3 ans, on aurait déjà, nous serons là, mais au cœur d'un grand groupe, fusionné dans un grand groupe. J'ai dit fusionner dans un grand groupe. C'est essentiel. Est-ce que vous partagez le point de vue du professeur Joël Aïvo qui dit notre modèle démocratique est un label, notre modèle est une fierté, et de démocratie est une fierté, seulement le modèle de 1990 est quelque peu en crise en confiance du citoyen en l'État, crise de confiance du citoyen en les partis politiques.
Oui, la crise du citoyen en l'État, parce que au niveau de l'État du gouvernement, le gouvernement a pris trop de distance par rapport aux préoccupations essentielles dans son mode de gestion. On l'a vu. D'accord, c'est au cœur du système qu'on a eu les grands abus. Et on continue d'en parler aujourd'hui. Alors, quand ça se passe comme ça, et donc vous savez que donc la crise de confiance s'installe par rapport aux partis politiques qui avaient pour vocation donc d'animer la vie publique, de former les militants et tout. Donc, on a vu dans le temps que les partis politiques ne se sont pas consacrés à cette vocation. De ce point de vue, nous avons remarqué une désaffection totale donc du public vis-à-vis de la chose politique. Et ce n'est pas pour rien que depuis, le président de la République n'est jamais issu d'un parti politique. C'est des indicateurs précis qui montrent que donc, nous avons un problème sérieux. Et voilà. Donc cette perception que les populations ont de la chose publique, il faut la corriger à travers le comportement des hommes politiques, mais aussi à travers le fonctionnement des partis politiques. Et si ce qu'on a établi ne suffit plus pour le faire, il faut agir sur le système pour espérer que donc des hommes puissent évoluer avec. Et c'est ce que nous engageons à faire. Il faut agir sur le système. Ce n'est plus possible qu'aujourd'hui qu'on dise qu'il y a 100 partis, 200 partis. Encore que les règles existantes, si ces règles-là étaient simplement observées, nous n'aurons pas tant de partis. Parce que combien de partis ont fait leur congrès dans le temps, combien de partis ont respecté telle indication de la charte des partis politiques. Si simplement le ministère de l'Intérieur faisait son travail, de ce point de vue, on ne pourrait plus dire qu'il y a tant de partis au Bénin. Mais il faut évoluer au niveau institutionnel, faire en sorte, par exemple, que les partis puissent bénéficier du financement public de la part de l'État, ce qui n'est pas organisé par le passé. D'accord ? Il faut évoluer dans ce sens-là pour espérer que les partis puissent jouer leur rôle donc, dans la construction de la cité. C'est vrai, honorable Aladatine, que le Bénin est hyper fragmenté politiquement. Alors, plus de 200 partis politiques. Non, on n'en a pas autant, mais ce n'est pas normal. Ce qui existe déjà, c'est un peu fort. 150, 200, voilà. Il y a même qui ont même créé, il n'y a même pas encore. Qui se disent partis, mais qui ne respectent pas les conditions pour l'être. Donc, voilà un peu ce qu'on ne dit pas souvent. Tout à fait. Donc, vous appelez donc à modifier dans ce système qui, il faut le dire, à dériver vers le clientélisme. Alors, une question revient à chaque fois, honorable Aladatine. Alors, dites-moi la monsieur, dans quelle coalition politique atterrira le parti? C'est vrai que vous avez dit, bon, il y aura des regroupements, mais est-ce que déjà vous pensez à certains partis politiques déjà qui vont fusionner? Est-ce que le travail a été déjà fait? Nous n'atterrirons dans aucun parti politique. Parce que vu de cette façon, ça ne va pas permettre la compréhension. Vous allez créer et ça ne sera pas une coalition. Non. Je parlerai de fusion. Nous avons déjà les coalitions. Quand vous prenez FCBE, c'est une coalition. D'accord. Les UBF qu'on a connus, c'est une coalition. Même l'Union fait la nation, c'est une coalition. C'est pas ça. Des acteurs politiques et des partis politiques, tels qu'ils sont aujourd'hui, vont se mettre ensemble et fusionner. Fusionner suppose se fondre et on n'aura qu'une entité. La clé de leadership. Les principes seront établis. Ça, c'est clair. Les principes seront établis. Oui. Quand vous prenez le Parti socialiste en France, ce n'est pas un seul courant. Nous pouvons fonctionner comme les bonnes démocraties et les grandes démocraties. Pourquoi pas nous? On le peut. Donc on n'atterrira nulle part. Nous sommes en discussion déjà avec des groupes politiques. Nous sommes en discussion avec des partis politiques. Le Congrès va permettre de repréciser des orientations précises. Le bureau directeur national a engagé des discussions. Le Congrès va nous donner un cadrage qui gouverne donc nos débats. Est-ce que le PRD va s'humilier à entrer la RB, les grandes formations politiques qu'on connaît? Ce n'est pas s'humilier. C'est dire que le PRD vous a dit, par exemple, que nous voulons fusionner. Je pense que le PRD aussi l'a dit. Cela suppose que quoi? Cela suppose que le PRD engage des discussions avec des partis qui, dans leur pratique, dans leur pratique quotidienne, donc dans leurs tests de base, sont peut-être dans la même vision. D'accord? Les discussions
vont pousser à dire, ouais, mais nous pouvons rester ensemble. Ensemble, nous irons chercher d'autres. Et c'est autour de ça que naîtra un nouveau parti. D'autres blocs peuvent émerger, le faire, ainsi de suite. Parce que vous avez donné l'exemple du PRD. On pourrait donner d'autres exemples. Et c'est pour ça que, au niveau du cadrage, il devrait y avoir des indicateurs. D'accord. Quelques indices qui stimulent cela. Et le système de financement public peut y aider aussi. Des éléments à pondérer qui vont faire que, bon, ceux qui vont discuter seront obligés de chercher un peu chez ces éléments-là. On pourrait dire, mais combien de députés, par exemple, c'est comme ça que je l'entrevois. Hein. C'est ça. J'attends la proposition gouvernementale pour pouvoir opiner sur le contenu proposé et peut-être chercher à l'améliorer. Dire, par exemple, que si dans le cadre que vous avez créé, voilà, ce que vous devenez, parce que vous mettez ensemble, dans ça, là, bon, vous avez combien de députés? Vous avez combien d'élus communaux, combien d'élus municipaux? Ça peut être des indicateurs. Vous avez combien de femmes? Vous avez combien de jeunes? Vous avez ainsi, il peut y avoir beaucoup de critères que l'on va agréger, par exemple, pour bénéficier de façon substantielle donc, du financement de l'État. Oui, mais... Il peut y avoir aussi d'autres indices, d'autres indicateurs. Oui, il existe des tests qui régulent quand même la vie partisane. Exemple, la dissolution, par exemple, de toute parti qui ne participe pas à 2 élections législatives de suite, c'est une mesure qui n'est pas réellement, disons, appliquée dans le pays. Mais monsieur Juvelet, je viens de le dire tantôt. Donc, il faut... il n'y a pas que ça ne suffira pas. D'accord? Mais je dis, si déjà, je l'ai dit, je l'ai annoncé, hein, quand vous avez dit 200 partis, je vous ai dit, si déjà les tests qui existent étaient simplement appliqués, on n'en aurait pas autant. D'accord? Mais il ne s'agit pas d'en avoir même, non, c'est-à-dire que les pays qui se respectent, même en Afrique ici, d'accord? Il y a des partis, mais vous allez voir que c'est quelques grands partis qui se succèdent au pouvoir. Quand vous prenez... les États-Unis, quand vous prenez la France, quand vous venez chez nous ici, que vous prenez le Ghana, il y a des partis, il y a peut-être de petits partis, voilà. Mais c'est quelques grands partis qui se succèdent au pouvoir. Et c'est là où nous voulons aller. Il faut qu'il y ait 2, 3, voire 4, à mon avis, grands partis. Mais on va voir ce que ça donne. Nous allons nous parler. Et ça a commencé. Hein? Ça a commencé, nous allons nous parler. Et nous allons voir au cours de quoi nous allons nous cristalliser. Et on verra le fruit de cette cristallisation-là, ce que ça donne. On verra. Parce que cela ne s'agira pas de décréter que dans le pays, maintenant, il nous faut tel, on verra. Donc, on va agréger les idéaux, on va agréger nos pratiques, on va agréger des proximités, on va agréger d'autres facteurs qui nous permettent de dire, voilà, à partir d'un moment, on a sifflé, voilà, à l'issue, c'est ce que nous sommes. Et ça devrait pouvoir continuer. Et l'entrée en scène, bien sûr, donc, des hommes d'affaires dans la politique béninoise a mis au grand jour, bien sûr, les limites, bien sûr, donc, de notre système partisan, vous le savez mieux que moi. Puisque... L'entrée en scène des hommes d'affaires, vous parlez de quoi? Ça ne date pas d'aujourd'hui, l'entrée en scène des hommes d'affaires. Oui, mais qui sont candidats. De façon... Oui, mais ils sont des Béninois, non? Ils sont des Béninois. Ils sont des Béninois, n'est-ce pas? Et avant, ils finançaient. Les militaires étaient candidats, non? D'accord. Des médecins étaient candidats. Des banquiers étaient candidats. Mais des hommes d'affaires... Pourquoi des hommes d'affaires ne seraient pas candidats? Le problème n'est pas là. Il n'est pas là que la fonction présidentielle n'est pas réservée à des corps particuliers. C'est ouvert à tout le monde, y compris les hommes d'affaires. Mais le problème que vous posez n'est pas là. Le problème que vous posez, c'est le problème du financement des partis politiques et de la chose politique au Bénin. Ouais. C'est le problème que vous posez au fait. Oui. Et c'est pourquoi je vous dis déjà que pour nous en sortir, il faut trouver un mécanisme de financement public des partis politiques. Mais les partis ont besoin d'argent sur le terrain. Et ce n'est pas nécessairement l'argent pour corrompre, hein? Loin de là. Moi, quand vous prenez un parti alternative citoyenne, je vous donne un exemple précis. Oui. Il y a eu 2 ans de cela, nous avons organisé à l'intention des auditeurs, ceux qui veulent participer au concours de magistrats et autres, une formation sur toute l'étendue du territoire. D'accord? Oui. Nous avons pris 3 étapes. Cotonou, Parakou, Natitengu, ça nous a déjà coûté 5 millions. D'accord? Vous savez que pendant longtemps, j'ai été acteur de la société civile. Oui. Vous voulez faire une conférence de presse, la télé qui vous prendra 300 000 francs en tant que société civile, dès le jour où on a créé le parti politique, c'est 500 000 francs ou rien. C'est un exemple que je vous donne. Hein.
Donc, la vie et l'animation même de la chose publique et politique coûte de l'argent de façon intrinsèque. Et je ne vous parle pas de porte-à-porte et autres déviances que le système démocratique au Bénin a pu apporter. Je parle de l'animation même de la chose politique et de la vie politique. Ça a un coût. Et ce coût-là, vous pensez que les cotisations suffisent? Et combien cotisent dans les partis politiques? C'est cela. Moi, Alternative Citoyenne, en attendant que le Congrès en décide autrement, pour adhérer, puisque c'est un parti ouvert à tout le monde, c'est vous lisez les textes, une fiche d'adhésion que l'on étudie pour pas cooptation et 500 francs de droit d'adhésion. 500 francs. 500 francs de droit d'adhésion. C'est ça que vous payez. Après, il y a des cotisations qui s'échelonnent selon votre faculté contributive jusqu'à 1000 francs CFA à la base. Alors, celui qui doit payer 1000 francs à la base, depuis 3 ans, il doit 36 000 francs CFA. Au Congrès, la fois dernière, nous avons pris une décision pour dire à toutes ces personnes-là, pour tout solde, vous payez 10 000 francs CFA. Pour tout solde, vos 3 ans de cotisation, en attendant que l'on voit si nous devons encore descendre moins que 1000 francs. Voilà ce que c'est que les cotisations dans les partis politiques. Et nous sommes une école en la matière. Est-ce que vous voyez? À partir de ça, il faut voir la réalité en face. Et que pour aller conquérir donc des voix sur le terrain, aller faire campagne, aller surveiller le scrutin, c'est de l'argent qui n'existe pas. Donc, les hommes d'affaires par le passé ont toujours joué ce rôle-là, qu'on le veuille ou non. Et il faut l'encadrer. D'abord, la politique doit être financée donc par le public, par le financement public. En dehors de ça, ça ne devrait pas exclure des financements privés. Parce que dans toutes les démocraties évoluées, on a recours au financement privé, mais dans la transparence, selon un cadrage qui est connu, et c'est ce qui sera fait, je pense. Alors, donc, vous avez décidé encore de démarrer et d'être le premier, justement, sur la liste. C'est sûr que le Parti Alternative Citoyenne aura donc naturellement beaucoup de responsables au niveau donc de la coalition. Je sais pas, vous parlez de non, mais faites attention. Non. À l'issue du Congrès, non, s'il vous plaît. À l'issue du Congrès, nous ne disparaissons pas en tant qu'alternative citoyenne. Donc, je voudrais que ce soit très clair. Alternative citoyenne, le 26 février au matin, sera alternative citoyenne. Toujours. Avec un nouveau bureau directeur alternative citoyenne, à qui nous allons confier la mission d'aller à la conquête des autres partis. Déjà, des partis nous appellent. Nous avons des appels en instance, des appels en discussion, que nous devons honorer. Des grands partis aussi. Des grands partis qui nous invitent déjà à discuter, que nous allons honorer. Nous-mêmes, nous allons toucher d'autres partis avec qui nous allons discuter. Et puis, on verra le résultat. Nous, compte tenu des principes que nous allons élaborer, sur lesquels nous allons discuter, nous nous entendrons pour faire chemin avec certains et peut-être pas avec d'autres. Ceux qui vont décider de faire chemin ensemble feront bloc et pourront décider d'un congrès constitutif plus tard. Ce n'est qu'en ce moment-là que Alternative Citoyenne pourra disparaître en la forme pour se muer donc dans le nouveau bloc avec le nom dont on conviendra, ainsi de suite. Voilà la marche. Le bureau directeur qui sera issu donc du congrès du 25 février aura aussi pour mission d'accompagner la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement Bénin révélé. Qu'est-ce qu'on fait de façon concrète au niveau des habitudes, au niveau des indications précises à donner à nos cadres qui seront appelés à servir l'État pour qu'ils soient des cadres exemplaires. C'est de tout cela que nous allons discuter parce que c'est tout cela qui va être l'accompagnement que nous donnons au pouvoir, au cœur duquel nous sommes. C'est une course éventuellement au Dauphinat parce que le chef de l'État commence déjà. On n'y pense pas. Il ne faut pas y penser. Pourquoi? Je vous dis que ce pays est dans la ligne. Il a 5 ans à faire. Il faut pas y il reste 4 ans. Il faut commencer à préparer le... C'est ça nous avons toujours fait dans le pays. Non, le Dauphinat, ça va venir. Puisque de toutes les façons, il y aura quelqu'un pour succéder au président Patrice Talon.
C'est lui qui va choisir, mais c'est vous. Non, comment vous pensez qu'un homme va choisir? Nous sommes en train, d'ici à 5 ans, imaginez, regardez. Un peu le président Bouni changer de paradigme. Non, ne dites pas ça. C'est des références que personnellement je n'aime pas. Non, ne dites pas ça. Mais c'est dans ce pays que nous avons vu tout ça. Non. Ce sont des Béninois aussi. C'est des Béninois, mais il y a des Béninois avant lui qui étaient dans un combat. Pourquoi vous voulez limiter la vie du Bénin à Bouni Yahi, cher ami? Non, mais s'il vous plaît, cher ami journaliste, cher ami, il y a des gens qui sont en train de combattre pour le sens dans ce pays depuis. Moi, je suis né, j'en ai vu. Et quand j'ai été adulte, je l'ai fait. Pour ce qui me concerne, ça fait 30 ans que je le fais. Et j'étais à milieu de savoir que Yahi Boni serait président de la République. Et je ne pense pas que je n'ai changé par rapport à ces principes-là. Mais pourquoi vous voulez ramener tout au contre-exemple? Je vous ai dit qu'il y a des personnes qui peuvent profiter donc du cadre démocratique mis en place pour faire ce qu'ils... Après, on a déjà vu, pas seulement au Bénin. Je pense que Yahi Boni a servi ce pays-là. Il y a eu des biais que nous avons dénoncés. Il y a certainement beaucoup de choses qu'il a bien fait. Tournons cette page-là. Mais ce qui est contre-exemple que nous avons combattu, ce qui est contre-exemple avéré, dont le diagnostic a été avéré, nous devons pouvoir le changer. Le chef de l'État épouse votre idée, la fusion, tout ça, le chef de l'État? La fusion, mais le chef de l'État a dit, dans son projet de société, qu'il faut réformer le modèle partisan. C'est le chef de l'État qui a indiqué. Et c'est au cœur de son action et de son mandat. Ça veut dire que nous l'avons tous pensé par le passé. Là maintenant, nous avons un déclic, nous avons des indicateurs précis, nous avons des indications précises. Alors nous saisissons cela et nous avançons. C'est ça. Et puisque il n'y a pas que donc le chef de l'État et sa vision dans le pays, cette vision-là sera mise sur la table. Et les Béninois vont la discuter. D'ailleurs, cette vision a été déjà partagée par une certaine frange de la population aux élections présidentielles. Puisque vous savez ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est depuis les élections même du chef de l'État que ça a été mis sur la table, cette vision-là. Et discuté amplement. Ce débat-là, nous l'avons fait. Ceux qui ont cru, ceux qui n'ont pas cru, nous avons convaincu. Il y en a qui étaient convaincus, il y en a d'autres pas. La discussion va continuer. Mais ce n'est pas un dossier qui est sorti de nulle part. Le chef de l'État a dit, si vous me lisez, voilà là où j'aimerais conduire notre pays. Et nous avons applaudi, nous avons dit, nous te prenons. Il est vrai que donc dans l'opérationnel aujourd'hui, les choses doivent pouvoir suivre l'ordre établi par la République. Et c'est ça qui est en train d'être fait et qui sera fait et qui sera accéléré les prochains jours, je pense. C'est vrai que nous n'avons pas peut-être abordé toutes les questions concernant bien sûr ce congrès. Nous allons ouvrir l'antenne tout à l'heure aux auditeurs qui vont certainement vous poser des questions d'éclaircissement. Ouais. Mais puisque nous sommes également écoutés du côté des Parakou, il faut dire qu'à la mairie des Parakou, Charles Tokor est en train d'innover également, puisque c'est la seule commune au Bénin où les prestations sont offertes de 7h à 20h et plus de longues files d'attente, donc plus de tracasseries. Bref, l'administration donc tourne en plein régime. Il y a des questions que nous posées aux citoyens, que plusieurs citoyens ont pu témoigner qu'ils ont de plus en plus, questions de plus en plus satisfaits, par exemple, par le nouveau rythme imprimé donc, à l'administration de l'ère de Charles Tokor. Alors, est-ce que c'est ça qui manque aujourd'hui dans nos mairies? Parce que quand on prend quelques mairies, c'est le statu quo. Lui, il est venu révolutionner un peu. Est-ce que c'est ça qu'il faut aujourd'hui pour... Il faut réformer l'administration. Et faire en sorte que ce genre d'efficacité qu'on a ne soit pas l'œuvre d'un certain Charles Tokor. Il faut instituer des choses précises. C'est ça. Instituer un corps de contrôle précis. Il faut pouvoir instituer des sanctions, qu'elles soient positives ou négatives. Parce que le maire Charles Tokor devrait, par rapport à la motivation des cadres, et je pense qu'il y pense, il va le faire. Voilà. Ceux qui font bien, il faut les féliciter, les encourager. Et ceux qui font mal, il faut les punir. C'est ça. Il ne faut pas que ce soit Charles Tokor. Lui, il a innové. Il faut encadrer tout ça. Voilà. Instituer cela. Pour que selon que ce soit Charles Tokor ou non, nul ne puisse passer à la mairie de Parakou et prendre des distances par rapport
à cette obligation de résultat et de bien faire. Qu'à Cotonou, nul ne puisse prendre des écarts par rapport à la gestion de la cité sans craindre d'être rattrapé par les textes et par les sanctions négatives. Qu'à Djougou, Abomey, Tidja, voilà. C'est ça ce que l'on veut. Et que même le dernier, excusez-moi le mot, des délinquants, qui arriverait à prendre la tête d'une commune du pays, ne puisse pas être autorisé à faire tout ce qui lui passe par la tête. C'est ça, bâtir une institution. C'est ça, bâtir une administration. Ça va au-delà de nos personnes. C'est ça. Vous avez pris un bon exemple, Charles Tokor, mais je souhaite que ce ne soit pas un exemple perdu dans une bassine de sable. Donc, qu'on mette les choses en ordre, que ce soit institué et que, mais naturellement, notre éducation personnelle, notre culture, notre formation personnelle fera la petite différence après. Mais qu'on ait un point de départ unique pour tout le monde. Honorable, voilà donc les différentes préoccupations des auditeurs. Merci. Voilà. Vous avez noté comme moi. J'ai noté. Ok, d'accord. Voilà. Pour qu'on puisse gagner du temps. Donc je remercie les auditeurs qui sont intervenus et tous ceux qui nous écoutent. Non, les questions sont très simples. Je vais partir du dernier intervenant. Je le félicite pour son appel. Alors, sur les députés RB, non, c'est aussi simple. Les députés RB, c'est 5 personnes. D'accord? Il y a maman et les 4 qui ont signé un communiqué. Donc, il reste que maman. Il y a maman et les 4 autres qui ont signé. C'est son fils. D'accord. Et c'est le fils de maman qui est le président du parti. Je ne vais pas faire plus de commentaires dans ce sens. Mais que les gens ne se trompent pas. Au fait, aujourd'hui, le chef de l'État n'a pas une coalition telle que le président Yaïboni l'avait, telle que les FCBE. Pour dire, voilà, c'est nous qui nous sommes réunis quelque part, qui soutenons le président, c'est nous ça, non. On a eu les blocs au cours de la campagne électorale. Et un président de la République a été élu. Mais donc, dans notre expérience démocratique, nous sommes à une phase essentielle aujourd'hui. Est-ce que les Béninois ne voient pas que le président de la République gouverne comme si nous étions vraiment dans une transition? C'est une transition qui ne dit pas son nom. Sinon, effectivement, quelqu'un qui prend le pouvoir, il installe son équipe, il gère, et en attendant, s'il est là, mais ce n'est pas ce qui se fait. C'est pour ça que nos mêmes propres militants qui ont travaillé au cours de la campagne vont vous dire qu'ils sont frustrés, ils ne sont pas, parce que le pays est géré comme si nous étions dans une transition avec l'appui de tout le monde. Tout le monde est associé à la gestion donc de ce mandat du président de la République. Et de ce point de vue, vous avez vu le budget du président de la République. Ces 4 députés RB n'avaient pas eu besoin de faire une déclaration particulière, mais ce budget a été voté à l'unanimité de tout le monde. Ce que veulent les Béninois, est-ce qu'ils veulent que les députés RB, lorsque le gouvernement va venir avec des propositions concrètes de développement, c'est-à-dire que j'engage un budget de 2010 milliards qui va faire ceci. À Cotonou, j'aurai l'aménagement donc des rives donc de la baie. Je vais faire le contournement nord de Cotonou. Je vais faire le mot là que le gouvernement utilise, je ne sais pas encore, l'asphaltage, c'est-à-dire qu'on va paver les rues de Cotonou et mettre du goudron là où il en faut. Ce que les Béninois veulent, est-ce que les députés RB disent aujourd'hui, nous ne soutenons pas cela? Même la maman qui n'a pas signé, à mon avis, je suis c'est des débats de développement. Le gouvernement étant dans le développement, mais maman va supporter cela. C'est ce que je pense. Je pense qu'il y a eu un problème de communication et quelques problèmes entre le préfet et le maire, mais les deux à Cotonou devraient travailler
pour le développement de Cotonou. Puisque ce qui se passe, vous allez voir dans tous les autres départements, le maire a un ensemble de communes. À Cotonou, la commune, c'est ça le département. Donc le préfet et le maire ont exactement le même territoire, pas plus, pas moins. Mais les questions de respect de la loi au sommet, en dernier ressort, c'est le préfet. Parce que le préfet à Cotonou représente chacun des ministres du gouvernement et du président de la République à Cotonou. Ce que le maire ne représente pas dans sa plénitude. C'est ça. Donc, de ce point de vue, on dit que nous voulons faire donc l'aménagement de nos grandes villes. Le gouvernement a pris une décision. La mise en œuvre de cette décision-là, le maire doit y aider, mais le préfet est là pour aider à ce que ça soit appliqué de façon stricte sur son territoire. Mais pourquoi tout le monde parle donc du cas de Cotonou? Le déguerpissement ne se fait pas qu'à Cotonou, cher ami. Allez à Calavi, le déguerpissement est fait. Il y a un lot de maisons. La fois dernière, quand vous passez et vous quittez, vous êtes un peu après à Conville. Vous allez voir un lot de maisons qui jouent un peu vers la congrégation des témoins de Jéhovah. Tout a été rasé parce que vous allez voir, peut-être c'est un domaine administratif. Mais que des personnes ont occupé. Depuis que moi je vais dans ce quartier-là, c'est occupé. Moi je n'ai jamais su que ce n'étaient pas des parcelles acquises par les individus. Est-ce que vous voyez? Donc ces choses-là, il faut qu'on évolue là-dessus. Ce n'est pas une question d'hommes. Les questions donc de rapports humains seront réglées avec le temps. Mais allons au principe. Ce que je sais, le gouvernement a pris une décision que tout le monde accepte. Il faut faire appliquer la décision. Je pense que le préfet est en train de faire appliquer ça. Il y a quelques problèmes de méthode, les gens vont dire. Mais le préfet est un homme aussi qui écoute tout le monde. Et de jour en jour, vous allez voir, il y a certaines choses qui se font. Ce qui a créé le problème à Cotonou, c'est qu'on a eu un quiproquo quelque part. Est-ce que, parce que le ministre du cadre de vie a dit, nous allons partir avec une phase et l'autre phase viendra. La phase des ruelles viendra. Et certains dans les ruelles ont commencé par être tracasés. Il y a eu un quiproquo, et donc il y a eu des pièges jetés à l'un à l'autre. Bon, je pense que ça là, ce n'est pas bien pour nous. Il faut qu'on ait une unicité de choses et que les choses évoluent. Le SMIC, le Parlement n'est pas autorisé à voter des lois à incidence financière pour le gouvernement. Donc s'il doit y avoir relèvement du SMIC, c'est un projet qui doit venir du gouvernement. Et je ne suis pas le président du Parlement. Peut-être qu'il y a une proposition sur la table du président que je ne sais pas, mais une telle proposition n'est pas encore appelée en plénière que je sache. C'est ça. Il y a également... la question du 2 poids, 2 mesures. Bon, en fait, M. Agbekponou, l'exemple qu'il a donné, c'est ça qui me dérange un peu. Voilà, on a vidé le triangle, je suis d'accord, mais aussi... on est en train de prendre des dispositions pour que les motos ne circulent pas dans la zone de Missebo et tout. Quand vous avez fait ça, les citoyens vont déposer leurs motos où? En attendant de construire des parcs et autres, je pense qu'il faut leur trouver un aménagement. C'est l'exception, ça ne peut pas être éternel. Et je pense que l'exemple, à mon avis, ne paraît pas bien indiqué. Parce que de toutes les façons, il faut que l'autorité publique, l'autorité chargée de la gestion du marché, trouve un emplacement pour pouvoir faire garer les motos, puisque vous avez dit aux gens, ne conduisez pas dans un tel périmètre. Et il faut leur trouver l'espace, en attendant que l'on ait des domaines que l'on va transformer en parking pour motos, pour autos et tout ça. Et je trouve que le directeur de la SOGEMA, avec la mairie de Cotonou, le préfet de Cotonou, le gouvernement, devrait pouvoir trouver des lieux à sécuriser, si c'est des domaines à acheter et tout ça. Mais on ne peut pas, parce qu'on n'a pas encore réalisé tout ça, dire que les mesures ne vont pas à avancer. Maintenant, les nourritures qu'on ramasse et tout ça, je ne sais pas exactement de quoi il est question, mais la ville, c'est la ville. Je pense que donc, quand on a dit de ne pas occuper les trottoirs, et si quelqu'un vient mettre sa bassine de riz pour vendre, d'accord, la personne va manger, mais c'est quand même l'occupation des trottoirs. Le trottoir est fait pour que les gens circulent. Est-ce qu'on a besoin de déverser justement la nourriture dans le voilà, caniveau et autres? Je ne dis pas, je ne sais pas comment ça se fait. On a dit qu'on vient ramasser la nourriture. On demande où est la sauce et tout, je ne sais pas. Bon, peut-être que M. Agbekponou, on va encore en discuter parce que nous sommes des élus. Quand les problèmes se posent, nous allons chercher à comprendre ce qu'il en est. Et s'il y a de l'abus, on va travailler à ce que l'abus soit corrigé. Nous sommes là pour ça aussi. Est-ce que vous voyez?
Donc, que les populations essaient de suivre les indications du gouvernement, les règles. Je sais que c'est douloureux, les gens vont dire, mais je vais rester où? Mais quand moi j'étais petit, quelqu'un qui vend dans le quartier du Veilly et tout cas, qui est célèbre, c'est juste chez lui qu'on va acheter le Veilly. Hein. Ça se sait, ça. Quand moi j'étais enfant, c'était comme ça. Hein, on dit, c'est chez maman Veilly, non là, vous allez chez elle pour aller acheter du Veilly. Tout le monde s'aligne le matin. Et quand vous êtes, voilà. Donc, petit à petit, ces choses-là vont se régler. Nous avons quelques problèmes de survie et c'est pour ça que tout est douloureux. Je comprends cela. Avec le temps, chacun va trouver son compte. C'est dans la durée. Alors, changeant au drame de Sékou et tout, ce qui s'est passé, voilà. On a dit qu'il n'y a pas de fouille. Parce que j'ai suivi des gens sur des réseaux et autres investiguer la chose pour dire c'est parce qu'il n'y a plus de contrôle sur les routes. Non, il ne s'agit pas de ça. Les policiers qui sont là sur les voies, ce n'est pas des piquets qu'on a placés. Les policiers, leur rôle aussi, c'est de pouvoir interpeller une telle voiture qui est en surcharge pour dire non, vous dégagez, vous ne pouvez pas continuer à 13, à 14 ou chose là dans une voiture destinée à 9 personnes. Et si toute la ligne, ça n'a pas été fait, bon, des sanctions ont été appliquées. Et je ne crois pas que le gouvernement ait les yeux fermés appliquer des sanctions. Hein. Il y a une hiérarchie policière, il y a une hiérarchie de la gendarmerie, donc ils ont une autorité qui doit avoir déjà établi les responsabilités, à mon avis, avant de faire ça. Mais le principe n'est pas normal que nous ayons des flics sur toute la ligne et que cette voiture-là ait quitté les collines. Et donc, avec cette surcharge-là, c'est ça le principe qui n'est pas normal. D'accord ? Mais maintenant, qui sont ceux qui sont chargés du contrôle pour que ça n'arrive pas? C'est les policiers. Et ils n'ont même pas besoin de contrôle pour venir faire ça. Ça se voit et on peut interpeller pour dire ça ne peut pas continuer tant que vous ne dégagez pas le surplus. Alors, donc, de ce point de vue, on doit pouvoir assumer des choses quand on est à ces postes-là. Alors, les 4 députés qui supportent le président, je vais dire, par rapport à la SPE, au Parlement, personnellement, quand je pense que le ministre de l'Énergie était là avec le directeur de la SPE, j'ai parlé de ce problème-là. J'ai dit, nous sommes en train de faire des efforts pour qu'on n'ait plus de délestage. Avec le temps, ça a été dit, nous n'aurons plus de coupures puisque nous allons avoir assez de sécurité à la domaine. Et je dis, si le système de facturation n'évolue pas, les efforts du gouvernement ne seront pas connus. Et je l'ai dit avant M. Gbadamassi, directement au directeur de la SBE. C'est une préoccupation réelle. Il faut que la SBE fasse des efforts dans ce sens-là. Nous allons continuer à suivre cela pour que cela soit. Au niveau des terrains non sécurisés et tout, je pense que le gouvernement a réfléchi sur la question et puis des députés aussi sont en train de réfléchir sur la question pour que le code foncier, il y ait des aménagements au code foncier. Et je pense que dans les prochains jours, les populations seront informées de ce qui se fait au Parlement pour qu'on aille vers plus de sécurisation au niveau du foncier. Par rapport à l'affaire cocaïne et tout, les affaires de droit, on fait trop de fixations autour de je ne veux plus en parler. La justice est en train de faire son travail. Vous savez que dans une récente affaire de cocaïne, on a enfermé à la prison civile, un neveu à moi, sans que personne n'en ait parlé. Il y a eu 2 affaires de cocaïne. Il y a eu une première qui a défrayé la Corée, mais il y a une dont personne n'a parlé. Dans cette seconde-là, les transitaires qui ont été enfermés avec les Libanais, là, c'était des parents à moi. Je n'ai pas pu les empêcher d'aller en prison. Malheureusement, je n'ai pas pu. Heureusement qu'on les a jugés et on a trouvé que le transitaire n'avait rien à voir dedans. Je pense que il est l'heure de... Je pense que la justice va faire son travail. Nous allons peut-être revenir peut-être pourquoi pas. Quelqu'un a parlé de l'impunité. Bon, voilà. Je pense que quand les choses sont claires et que le gouvernement donne l'exemple au sommet, les questions d'impunité ne vont plus être légion. Merci beaucoup. Merci aux amis, merci aux auditeurs qui nous ont accordé leur attention. Merci d'avoir permis ce partage-là. Et voilà, et bonne journée à tout le monde. C'est vrai, c'est un peu dur, mais nous avons été très loin dans l'abîme. Bon, pour remonter, on est obligé de serrer les ceintures. Le chef de l'État l'a dit. Je pense que je ne vais pas le répéter sur ce fait-là. Je sais que c'est dur, mais
rien de merveilleux n'arrive si on ne fait des sacrifices pour faire le ceinture, ça viendra. Voilà, c'est sur ces mots, bien sûr, de la fin de l'invité de Quart sur Table, l'honorable Orden Aladati, député UN à l'Assemblée nationale, secrétaire général du parti Alternative Citoyenne, que nous mettons fin à ce numéro du dimanche 12 février de l'année 2017. Honorable Aladati, merci d'avoir été là. C'est moi. Roch Boutouredo était face à l'écran sonore. Semiat Yessoufo représentait aussi en télévision dans cette émission. Merci à tous nos confrères de Iban FM de Paraco qui étaient en synchronisation. Eh bien, retenez tout simplement que le bonheur ne s'acquiert pas et il ne réside pas dans les apparences. Chacun d'entre nous le construit à chaque instant de sa vie avec son cœur. Hospice, Ouem de Derbo au micro. Merci de nous avoir suivis et à dimanche prochain.